l'insolite vous ouvre ses portes. Prenons maintenant possession des ondes. Bon samedi tout le monde, auditrices et auditeurs fervents de Zone Insolite. Je me présente, je suis Jenny Tousignan, co-animatrice de l'émission Enquête de terrain. Je suis en compagnie de Gilles Thomas. C'est notre toute première fois au micro ensemble. Salut Gilles, comment vas-tu? Bonjour Jenny, bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais bien et toi? Je vais très bien, merci beaucoup. Je suis votre deuxième animateur de l'émission. Pourrais-tu nous faire une présentation de l'émission, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, Enquête de terrain va vous faire découvrir au fil des épisodes, par le biais d'interviews d'ufologues, de veilleurs, d'archivistes, de contre-enquêteurs de n'importe quelle tendance, les différents aspects, visages de l'ufologie de terrain en France. Des cas d'ovnis, d'OANI et de méprises et canulars. Ainsi, l'ufologie de terrain n'aura plus aucun secret pour vous. Ben, c'est génial, je suis certaine que ça va intéresser les gens qui nous écoutent. Oui, tout à fait, je l'espère. Mais avant de commencer, il faudrait peut-être que l'on se présente. Jenny, c'est à toi, honneur aux femmes. Merci Gilles, c'est très gentil. Quoi dire, je m'intéresse à l'ufologie entre autres depuis mon enfance. J'ai vécu pas mal de trucs spéciaux et inexpliqués aussi depuis mes 10 ans. C'est la première fois que j'en parle à la radio. C'est ce que je pourrais dire, je pense. Et toi Gilles? C'est aussi la première fois à la radio. On va faire un CV simple alors? Oui, mais décris-toi s'il te plaît parce que les auditeurs québécois ne te connaissent pas vraiment. Alors je suis le créateur et responsable d'une web TV depuis 2006 qui se nomme ODH TV, qui signifie OVNI, OANI, OVI dans l'histoire. Oui, ODH TV, dont d'ailleurs j'ai fait partie de l'équipe en tant que modératrice depuis un peu plus d'1 an. Oui, tout à fait. Et puis je te remercie parce que tu fais un excellent travail dans la modération des commentaires sur les comptes YouTube d'ODH TV Archive et ODH TV 2. Mais je n'ai pas fini ma présentation, alors si tu le permets, je vais continuer. Très bien alors, continue. Je te remercie. Je suis également membre de l'association du SAU, qui signifie Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques, et correspondant au GUI, groupe d'ufologues indépendants. Ah oui, en effet, c'est court. Ça change par rapport à d'habitude. Oui, tout à fait. Mais on pourra en parler plus en détail dans une prochaine édition, car ce n'est pas le thème de l'émission d'aujourd'hui. T'as bien raison. Parlons du sujet du jour maintenant. J'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs intervenants. Oui, et tu as très bien compris. Alors la petite histoire. En juillet et en août 2020, je me suis rendu à des conférences ufologiques au domaine de la Salse, dans le département de l'Aude. Alors, chères auditrices et auditeurs de Zone Insolite, la Salse ne vous dit pas grand-chose, à part pour les connaisseurs. Ça se situe dans un secteur qu'on nomme le Razès, là où se trouve le célèbre village de Rennes-le-Château, en région Occitanie, dans le sud de la France. Ces conférences sont organisées par l'association Histoire et Mystère de l'Aude depuis 2004. D'accord. Avec qui est-ce que tu t'es entretenu ou juste? Alors, le 19 juillet, avec Jean-Louis Lagneau, qui a fait une conférence sur la revue LDLN, Lumière dans la nuit, et sur des cas qu'il a enquêtés. Le 10 août, avec Sylvain Matisse, ufologue et auteur, qui a fait une conférence sur les OANI, objets aquatiques non identifiés. J'y ai également interviewé sa compagne, Hera, du blog Area51 Blog. Et le 12 août, avec Jean Librero, auteur et traducteur, qui a fait une conférence sur les ovnis en Roumanie. Oui, ok, on a du matériel. En plus, tu as énoncé le plan de cette édition. On n'a qu'à commencer maintenant, en fait. Jean-Louis Lagneau est un enquêteur et directeur de la revue LDLN, Lumière dans la nuit. Nous commençons par vous diffuser un court extrait de sa conférence. Je me représente, donc je suis Jean-Louis Lagneau, je suis le nouveau
auteur de publication de la revue Lumière dans la nuit, qui date, comme a dit Émilie, de février 1958. Alors c'est pas la plus vieille revue française, c'est la plus vieille revue ufologique française qui existe encore. Avant nous, il y a eu Uranus, qui a été créé par Jimmy Dieu, entre autres, et par d'autres. Donc moi j'ai repris la revue LDLN en 2017, septembre 2017. La revue, comme je disais, elle a été créée par monsieur Raymond Vélite, qui était un homme qui se passionnait énormément, qui était astronome, et qui se passionnait énormément de tout ce qui se passait un peu dans le monde, de toutes les choses, l'ufologie, ce qu'on appelle maintenant l'écologie. Il était très très passionné. Et les premières années d'existence de la revue de LDLN, monsieur Vélite a fait en sorte de s'entourer de gens qui étaient des passionnés dans ce domaine. À partir du numéro 92, que la revue est devenue une revue totalement ufologique, où les gens qui étaient passionnés par l'ufologie, ce qu'on appelle les enquêteurs de terrain, ont décidé, avec M. Vélite, de rendre la revue que dans le domaine de ce qu'on appelait à l'époque les mystérieux objets célestes, les MOC, qui sont devenus ensuite... dans un futur, on les appelait donc ensuite les ovnis, objets volants non identifiés. Et depuis quelque temps maintenant, on prend l'habitude aussi d'appeler ça des PAN. Alors, phénomène aérien non identifié. Ce qui correspond toujours pas, hein, quand on appelle ça des mystérieux objets célestes, ou qu'on appelle ça des ovnis, objets volants non identifiés, ou des phénomènes aériens non identifiés, on est toujours dans le domaine un peu des choses qui volent, alors qu'on sait très bien maintenant que... et d'ailleurs, il y a une conférence le 8 et 10 août avec Sylvain Matisse, qui doit venir ici, et qui lui va parler des objets qui se retrouvent dans l'eau, les objets aquatiques, qui sortent de l'eau ou qui rentrent dans l'eau. Donc forcément, on n'est plus face à des objets volants, on est face à des objets aquatiques. Donc on n'est plus tout à fait dans la même chose. C'est les mêmes objets, mais qui réagissent d'une manière différente. À l'époque, quand monsieur Vélite a créé la revue, et qu'il est devenu, à partir de 92, donc c'est devenu une revue ufologique, il avait un réseau qui était hyper important d'enquêteurs, et il y avait un réseau de groupes ufologiques qui était aussi très très important. Et l'année qui a été la plus importante pour l'ufologie française et pour LDLN, c'était l'année 1974. Et pour information, à cette époque-là, LDLN avait 4750 abonnés, fin 80. Et ça a été l'année la plus merveilleuse pour LDLN. Pour information, toujours pareil. Actuellement, LDLN n'a plus que 480 abonnés. Donc c'est une petite revue qui survit difficilement. Eh bien, bonjour Jean-Louis, comment vas-tu ? Bonjour Gilles, je vais très très bien, nickel. Avec un super beau temps et un site merveilleux. Comment se porte LDLN là ? Ça va ou pas ? LDLN, comme toutes les comme toutes les revues françaises et comme dans tous les domaines, le Covid de mars, avril, mai a fait énormément de mal. Et actuellement, LDLN est en perte de vitesse. D'ailleurs, j'ai lancé un appel dans le 440, dans le dernier numéro, le 440. J'ai lancé un appel aux gens généreux qui pourraient essayer de sauver encore LDLN. Pour l'instant, je vais réussir à le maintenir, mais difficilement pour cette année. L'année prochaine, je garantis rien. Si ça continue comme ça, si on a encore un coup de Covid là, qui nous arrive dessus à la rentrée, et que la poste se ferme et que je ne peux pas faire d'envoi et compagnie, ça va être hyper compliqué, quoi. Ça va devenir très très compliqué pour LDLN. De plus que je ne reçois pas de courrier pendant ces périodes-là, on fonctionne encore beaucoup avec le courrier. Et par le fait que les gens, du fait du Covid, ne font plus d'enquête, puisqu'on n'a plus le droit de sortir, malheureusement. Donc les 3 mois qu'on a subis dernièrement a beaucoup ralenti LDLN. Est-ce que tu as reçu des témoignages ? J'en ai eu 4, dont 2 qui ont accepté d'être filmés de dos, voilà, comme anonymat complet, et dont un qui fera plaisir à Joël Ménard, parce que c'est un 5 novembre 90 qu'il ne connaissait pas, et qui a l'air vraiment très bien documenté, et je continue à voir avec la personne pour essayer d'avoir d'autres renseignements.
C'est un 5 novembre qui s'est passé au niveau militaire, dans un proche banlieue parisienne, on va dire, très proche de Paris, et où plus de 100 témoins ont observé un truc immense dans le ciel qui est passé devant eux tranquillement en 1 minute 30, et pas du tout sur l'axe déterminé par la fameuse rentrée atmosphérique du 3e étage de Corridor 21. Voilà. Et l'autre témoignage, c'est une personne qui habite dans une campagne et qui a observé un truc qui dit avoir une dimension de plus de 200 mètres de longueur et qui est passé très près de lui dans le silence absolu, parce qu'il l'a marqué énormément. Et il a bien fait son observation, parce qu'il s'est déplacé en même temps que le phénomène pour voir s'il ne se trompait pas, s'il n'y avait pas d'erreur par rapport à ce qu'il a observé. Et il dit non, il n'y a aucune erreur possible. Voilà. Et cette personne aussi a voulu témoigner de manière anonyme, parce qu'il est connu dans son métier, parce qu'il fait un métier un peu particulier. Et voilà. En fin de compte, dans les conférences qu'on fait et qu'on effectue, ou les salons, on rencontre plein de gens comme ça qui déposent des témoignages, ce qui prouve encore une fois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on doit récupérer même pas 10% de ce qui se passe en ufologie, en observation ufologique. Et parmi tous les cas que tu as reçus toutes ces années, combien ont été expliqués Dans l'ensemble, je veux dire 1 cas sur 5 que j'arrive à expliquer. Ouais. Et généralement, tu as des méprises avec quoi ? Alors c'est souvent avec alors ça va faire plaisir aux sceptiques, hein. C'est souvent avec le lever de lune, coucher de lune, tu sais, quand il y a des nuages, parce que les gens se trompent. Le coucher de soleil aussi parfois, parce que le soleil parfois, tu as l'illusion qu'il se sépare en deux, ou il y a des effets de parallaxe et compagnie qui peuvent se produire. Et Vénus, Vénus c'est souvent. Et après, les gens n'ont pas de connaissances aéronautiques. Alors quand ils observent de loin, c'est surtout quand le vent il souffle à l'inverse de l'observation qu'ils peuvent faire, et qu'ils observent une lumière rouge pulsante qui passe dans le ciel comme ça. Ils disent ouais, ça peut pas être un hélicoptère, machin, et ils ignorent que beaucoup d'hélicos, que ce soit de l'armée, de la sécurité civile, des pompiers ou de la gendarmerie, peuvent voler de nuit aussi. Et donc quand tu leur expliques, oui, mais vous savez que voilà, ce que vous avez observé par rapport à... c'était ça. Et après, il faut faire accepter au témoin qui s'est trompé. Et ça, c'est pas facile, toujours. Parce que le témoin, il va rester dans son observation. Et comment ça marche à ce moment-là, quand tu leur expliques ce qu'ils ont vu et qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils ont fait une confusion ? Je leur dis, voilà, moi, ce que je pense que c'est ça. Après, si vous préférez penser que vous avez observé un phénomène étrange, bah restez avec votre... je suis pas là pour vous convaincre. Moi, je suis là pour lui apporter une réponse. Après, qu'il y croit, il y croit pas. Hein. C'est comme tu auras beau dire à quelqu'un qui croit en Dieu, et si toi tu crois pas en Dieu, tu dis ouais, Dieu n'existe pas, lui il dira Dieu existe quand même. Tu auras beau lui apporter les preuves que toi tu penses être correctes, il restera toujours sur son opinion à lui. Tu vois, c'est un peu la même chose quand tu as un témoin qui veut pas accepter ta réponse. Tout comme tu as le témoin que quand il subit quelque chose, il veut à tout prix savoir si d'autres gens ont vécu ça, si c'est dangereux, si y a d'autres cas où il y a des gens qui sont morts, et des trucs comme ça, et tu peux pas toujours leur expliquer toute l'ufologie, leur dire oui, il y a eu des cas étranges, il y a eu des cas de mort, machin, hein, sans te dire si je dis ça, que je vais partir dans un quart d'heure, il va rester avec l'idée que les ovnis c'est quelque chose de dangereux, il y a eu des morts, il va garder que ça dans l'esprit. Tu peux pas leur dire tout ça à ces gens-là. Ouais, après le problème c'est que le témoin va être influencé par ce que tu lui auras dit. Pardon de vous déranger, j'ai Jean-Louis, c'est qu'on aurait un autre extrait de la conférence de Jean-Louis à écouter. Je vais mettre ça immédiatement pour les auditeurs et auditrices. Pour vous expliquer, LDLN en fin de compte est un réseau aussi d'enquêteurs de terrain, ce qui est important, parce que les enquêteurs de terrain disparaissent de plus en plus. Et notre rôle à nous, donc, c'est de recueillir le témoignage que forcément vous retrouvez dans notre revue. Alors souvent les noms des personnes ne sont pas désignés dans la revue, c'est fait exprès.
parce qu'on souhaite que les gens restent tranquilles de leur côté. Déjà, quand on met leur village ou leur ville, c'est déjà pas mal. On aime bien citer le lieu exact où ça s'est produit, mais on fait en sorte toujours de laisser l'anonymat de la personne, afin qu'elle ne soit pas dérangée par des gens qui éventuellement prendraient la liberté de venir taper à leur porte même à 23h. Alors notre travail, si on peut l'appeler comme ça, c'est de rencontrer les témoins, de les écouter, essayer de comprendre ce qu'ils ont pu observer et revenir la voir de manière régulière. Parce que souvent, quand le témoin a réellement vu quelque chose qui l'a, je veux dire entre parenthèses, choqué, le témoin a besoin de toujours s'expliquer, il a besoin de parler. Et souvent, on s'est aperçu que le témoin, en parlant, se rappelle de petits détails qu'il a pu oublier au départ, ou a pu avoir une évolution dans son après-témoignage. Il faut garder à l'esprit que un témoin n'est pas une base de données, hein. C'est une personne avant toute chose. Donc le respect, c'est ce qui est important. C'était l'extrait en question, donc les garçons, je vous laisse reprendre. Eh bien, merci Jenny pour cet extrait. Nous allons donc reprendre notre entretien en parlant des anecdotes en enquête. Rémi Fauchereau, que tu connais, ufologue du département de l'Yonne, m'a raconté des fois que lorsqu'il donne son questionnaire d'enquête, les témoins ont tendance à lui demander s'il ne travaille pas pour le gouvernement ou la DGSE. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ce genre de choses ? Ouais, ça arrive. Bah, c'est une anecdote, ça. Ouais, d'accord. Et donc, t'as les gens, ils te disent comme ça, oui, en fin de compte, vous en faites quoi de ça ? Je dis, voilà, je mets ça dans les lumières dans la nuit, c'est une enquête. D'accord, et puis l'armée va être au courant parce que vous travaillez pour l'armée ou vous travaillez pour les services secrets ? Tu regardes comme ça, après c'est plus choquant au bout d'un moment. Mais tu leur dis, non, nous ça reste anonyme, on travaille pour personne. Puis ils te regardent, il y a certains qui te regardent comme ça, bizarrement, il fait, vous êtes sûr que ça va pas partir dans... Tu vois, c'est des choses amusantes, c'est des anecdotes amusantes, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Surtout quand tu te pointes, moi je sais, à un moment je me pointais avec un enquêteur. C'était marrant parce qu'il venait avec sa casquette, il avait une casquette marquée FBI là, puis avec il avait un blouson avec marqué FBI aussi. Et t'as les gens, ils font, ah non mais on veut pas témoigner avec les Américains. Non mais monsieur, non, c'est FBI, c'est pas FBI, c'est une marque de... Ah mais non, vous travaillez pour les services secrets ? T'as du mal après à... Alors donc je suis à mon collègue qui vient avec moi, et je fais la prochaine fois tu viens pas avec ça parce que... Avec c'est bon. NSA la prochaine fois. fois. Tu viens avec NASA. Ouais, NSA. Ouais, NSA aussi, ouais. Donc voilà, c'est des trucs amusants, ouais. Ouais. Tout comme, t'as vu, j'ai un sac maintenant de Sea Shepherd. Les gens ils disent, quand je les rencontre, quand je fais de l'ufologie de terrain, que je rencontre les témoins, quand tu poses ton sac et tu vires toutes tes affaires, ils regardent le truc, ils font, ah, vous connaissez Watson ? Je dis non, je connais pas Watson, non. Ah, pas pourquoi vous avez le sac de... Bah, c'est comme vous quand vous supportez WWF ou Greenpeace, voilà, c'est un rapport de l'argent, c'est pour les aider. Ah, d'accord. Et oui, chères auditrices et auditeurs d'enquête de terrain, il y a souvent des anecdotes ou bloopers en veillée, en enquête, ou même en tournage sur le terrain, n'est-ce pas Jenny ? Oui, c'est vrai, ça peut parfois mener à des moments très, 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 très cocasses. Sinon, j'aurais une question. Vous parlez de LDLN. Toi, Gilles, est-ce que tu es abonné à cette revue? Oui, tout à fait. Je me suis abonné dernièrement à la revue Lumière dans la nuit. D'accord. Et mes prochaines questions sont à Jean-Louis. Est-ce possible de s'abonner au Québec? Et si oui, comment on peut faire pour avoir un abonnement? J'en ai quelques-uns, des abonnés au Québec, que je salue aussi. Au Québec, eh ben, c'est comme pour les Français. Ils passent par le site web où ils envoient un courrier donc, à LDLN, 12 Allée Michel Colucci, 77 610 Fontenay, Trésigny, France. Et donc, ils auront l'abonnement et je l'envoie par la poste. Ça met un certain temps par avion ou par bateau. Est-ce que tu cherches d'autres correspondants? Je cherche des correspondants au Québec, je cherche des correspondants partout, même en France. Si dans la région vous êtes investi et que vous voulez faire des enquêtes ou créer un petit groupe, parce que encore cet après-midi, j'ai rencontré une dame qui habite à Narbonne et qui se plaignait, entre parenthèses, se plaignait du fait que
elle ne trouve pas de groupe pour pouvoir discuter d'ufologie, elle ne trouve pas de personnes pour discuter d'ufologie. Donc j'ai donné 2 ou 3 personnes qui étaient dans son secteur afin qu'elles puissent discuter. Donc voilà, si vous êtes motivé, rejoignez-moi, écrivez-moi ou téléphonez-moi et puis je vous répondrai volontiers. As-tu des théories personnelles et si oui, ont-elles évolué avec le temps? Bah forcément, oui. Bah oui. Parce que moi au départ, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'ufologie, après je m'intéresse un peu à tout, mais surtout à l'ufologie, je m'intéressais aussi à tout ce qui était dans le cosmos et j'écoutais un peu ce que disaient les astronomes professionnels ou les astrophysiciens professionnels, qu'il n'y avait pas de vie dans l'espace, qu'on était seul et unique, voilà. Et que certains disaient que devant ce grand espace, ça serait un grand gâchis qu'on soit seul. Voilà, et maintenant ça évolue. Et moi au départ, j'étais comme tout le monde, c'était tous les boulons, les extraterrestres à tout prix qui venaient nous visiter. Puis au fur et à mesure des lectures, des rencontres qu'on peut avoir avec les uns et les autres, des expériences personnelles ou des témoins qui peuvent t'apporter des choses, forcément tu évolues. Et tu commences à te dire, ce que je te disais, les hypothèses, les différentes hypothèses, tu commences à te dire, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ça tient autant la route que le fait que ce soit matériel. Et ça tiendrait autant la route qu'une civilisation hyper en avance, qui, grâce à leur esprit ou à autre chose, puisse faire voyager une forme de pensée, et que ce soit une forme de pensée qui apparaisse et qui nous surveille, qui nous survole ou... Je sais pas. Tout est possible. Donc voilà, j'ai évolué dans ce sens-là. Je rejette absolument rien. Comme je disais, aussi bien les théories de Michael Salla sur certaines choses, qu'aussi bien l'effet que les gens se fassent enlever, qu'aussi bien qu'il peut y avoir des visites de chambre, qu'il peut y avoir des extraterrestres qui viennent matériels. Voilà, tout est faisable. Après, je suis pas non plus je vais pas croire à tout non plus. Je suis pas là pour croire à tout. Mais c'est une réflexion qu'il faut avoir sur l'ensemble. Et pas rejeter les faits. Surtout pas rejeter les faits avant d'avoir enquêté dessus. Qu'espères-tu apporter à l'ufologie et qu'est-ce qui restera dans le futur de Jean-Louis Lagneau? Un petit passage comme directeur de la revue LDLN. Après, peut-être une petite reconnaissance du fait que si LDLN existe encore, que Jean-Louis Lagneau avec d'autres ufologues, parce que j'étais pas tout seul, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais on était quand même une dizaine à sauver LDLN, à sauver la revue. Voilà, est-ce que plus tard elle existera encore dans les années futures, on verra l'évolution de la vie d'ici là et de la société. Et après, pas grand chose quoi. Moi je suis un élément parmi tant d'autres. Je mets même mon petit pion là, hop, je le pose sur l'échiquier, puis on le fait avancer tranquillement. Après le principal c'est d'arriver au bout de l'échiquier, puis sans se faire manger. Et puis on va faire des belles rencontres. Apporter comme j'ai pu apporter à Sonia des réponses à ses inquiétudes. Être là pour répondre aux témoins. Essayer d'apporter des réponses. Déjà, ça serait déjà bien. Déjà. Voilà. Puis j'ai encore plein de choses à apprendre. J'ai plein de belles rencontres encore à faire. Malheureusement, je parle ni anglais, ni espagnol, ni italien, et ça, c'est dommage. Ça, pour les jeunes qui écouteront peut-être ton émission ou qui sont encore à l'école, et je dis souvent à mon fils, et mon fils, il a compris enfin, c'est que connaître une langue étrangère par cœur, que ce soit l'anglais ou l'espagnol, c'est hyper important. Et ça, c'est un truc qui nous manque pas mal. On s'aperçoit maintenant. Merci Jean-Louis de ta réponse. Avant de passer à la dernière question de cet entretien, je tiens à signaler aux auditrices et auditeurs de l'émission Enquête de terrain dans la zone insolite qu'ils peuvent contacter LDLN ou Lumière dans la nuit via ta page Facebook, mais également ton site internet et aussi ta chaîne YouTube LDLN TV qui rassemble des interviews d'ufologues de n'importe quelle tendance. Aurais-tu un message pour les auditrices et auditeurs de l'émission Enquête de terrain sur la zone insolite? Un message, donc si déjà les personnes sont intéressées par le sujet ufologique, c'est bien,
Mais n'oubliez pas qu'il faut s'ouvrir à de nombreuses choses et que le mystère se cache derrière plein d'autres sujets. Et en fin de compte, les gens vont s'apercevoir qu'en creusant les autres sujets, ils vont revenir à l'ufologie, ou en creusant l'ufologie, ils vont revenir au mystère. Et c'est ça qui est passionnant dans le mystère. C'est qu'en fin de compte, on fait un cercle, et ce cercle, il n'est jamais fermé. Et plus on cherche, plus on a l'impression de trouver une solution, et plus la solution s'éloigne, parce qu'on découvre encore autre chose derrière. Eh bien Jean-Louis, je te remercie d'avoir répondu à mes questions et d'avoir inauguré notre première émission Enquête de terrain qui va se poursuivre tout à l'heure avec d'autres invités. Et puis à bientôt dans une autre émission. Merci Gilles, à bientôt. C'est déjà le temps d'aller à la première pause publicitaire, donc s'il vous plaît, attendez-nous. Nous reprenons l'antenne, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Enquête de terrain dans la zone insolite. Je suis en présence de notre deuxième invité de cette édition, Sylvain Matisse, qui est veilleur, enquêteur, responsable de nombreux blogs tels que UFO et Sciences, Investigation océanographique et OANI, la médiathèque de l'ufologie et Paranormal à la Une. Il est également auteur de 2 ouvrages sur les OANI, les objets aquatiques non identifiés. Peut-on dire que tu es un ufologue, Sylvain ? Bon, après, c'est jouer avec les mots. Bon, moi, je préfère dire chercheur indépendant, mais il n'y a rien d'interdit, Gilles. Je veux dire, bon, pourquoi pas. Mais quelque part, pour les gens, les ovnis qui sont en relation et qui plongent dans l'eau, ce sont des ovnis, point. Ils n'ont pas tort, on peut appeler ça des ovnis amphibies. Sauf que moi, je m'occupe d'observations aquatiques non identifiées. Il y a des choses qui sont indépendantes. Si par exemple, on prend des phénomènes navigants sous l'eau et que ça sort pas de la flotte, on va être que dans l'élément marin. C'est pour ça que l'acronyme, je l'ai arrangé à ma sauce, hein. Observation aquatique non identifiée, ce qui me permet de glisser certains objets volants non identifiés, puisque là on est dans des structures, objets aquatiques non identifiés. Mais ça inclut les phénomènes naturels pour les méprises, hein, comme tu as traité des fois, mais aussi peut-être métaphysiques, voire des choses qui nous dépassent complètement. Ça permet d'avoir une plus large vue et puis d'interprétation suivant les cas, parce que tu le sais, Gilles, que les cas se ressemblent, mais quelque part, les histoires, il n'y en a pas une qui est pareille. Sur les circonstances, etc., les lieux d'observation, les points d'observation, la sensibilité que les personnes peuvent avoir, c'est vrai que c'est une jungle. Donc, ufologue, ça me dérange pas, mais bon, on va être aussi dans le domaine américain, quoi. Pour moi, ça n'a aucune importance. Les gens peuvent redéfinir comme ils veulent. Alors nous avons une question de Carole Lozé, animatrice de l'émission Zone Parallèle et également La Zone Insolite, sur la radio où nous sommes actuellement. Alors pourquoi t'es-tu intéressé aux OANI ? Alors, il faut dire que j'ai plusieurs centres d'intérêt, j'aime les mystères dans sa globalité. Parmi ces mystères, il y a l'espace, bien évidemment, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, etc. Et puis après, il y a ces affaires d'OVNI, donc j'ai commencé par là. Et j'aime aussi les mystères dans les fonds marins. Et je me suis rendu compte, avec plusieurs personnes, tu en as fait partie aussi, Gilles, Emmanuel également, que l'élément marin, il était concerné par certaines histoires d'OVNI, des réservoirs de paysans vidés d'un cordillère des Andes vers l'Argentine ou des piscines, alors que certains prétendent qu'il y avait des lueurs au-dessus ou carrément des structures qui vidaient la flotte. Il y avait des choses qui rentraient dans la flotte, des choses qui rentraient dans la glace ou en sortaient. Donc j'ai voulu me spécialiser dans le domaine marin, parce que je me suis dit qu'est-ce qui pourrait intéresser des êtres venus d'ailleurs, d'un autre monde, ou alors si c'est planétaire, donc du fait des êtres humains, quel est l'intérêt d'être dans certaines zones en lien avec l'eau? Est-ce que ce sont pour avoir de nouvelles structures, de nouvelles réalisations? Donc je suis spécialisé tout naturellement sur le milieu marin. J'aurais pu prendre par exemple l'archétype d'un extraterrestre, mais là il aurait fallu que j'ai une formation scientifique par rapport à la gravité, par rapport à la masse de la planète, etc. Puis définir biologiquement, sur un terme biologique en tout cas, de savoir à quoi pourrait ressembler. J'aurais pu faire ça, mais je n'ai pas fait parce que j'aurais été très très limité dans ma formation. Tout simplement. Et donc l'environnement marin, j'aurais pu choisir des montagnes. Ça m'a parlé tout de suite puisque j'aime autant les mystères marins que aériens et spatiaux. Finalement,
C'est ce qui m'a motivé le plus. Je pense que c'est une histoire de motivation à la base. En plus de la curiosité. Alors on va parler à présent de ton deuxième livre, sur les OANI, complément d'investigation. Qu'est-ce qu'il y a en plus par rapport à ton premier ? Alors, il faut y voir plusieurs choses. C'est une suite logique du premier, dans le sens que je me suis relu dans le premier, et j'ai essayé de voir où c'est que je pouvais avancer par rapport à divers secteurs que je traite dans le premier livre, qui est vaste, puisque c'est pas les seuls dossiers ufologiques. Ça concerne l'actualité, et dans l'actualité, il y a des disciplines scientifiques, il y a des disciplines technologiques, techniques, et il y a l'actualité militaire, puisque des fois ça peut dévoiler certaines choses. Donc c'était le travail qui était fait pour ce deuxième livre, me relire, de voir ce qui était infirmé, s'il y en avait, des choses confirmées, s'il y en avait, et puis de voir des compléments d'investigation en pièces additionnelles. Donc le deuxième livre traite de cela, l'affaire de Jack Arbor. Et de cela, j'avais mentionné l'affaire de Jack Arbor en Nouvelle-Écosse dans le premier livre, mais vraiment en résumant, pour pas faire un livre complet là-dessus. Donc le deuxième, j'ai eu d'autres informations en allant sur la Bibliothèque du Canada, et je me suis dit, c'est intéressant de compléter l'information. Donc là, on a un petit plus. On n'a pas résolu l'affaire pour autant, mais on a un complément d'investigation. Et c'était de valider, alors avec une reconstitution, on va dire, que je suis amusé à faire, qui n'engage que ma reconstitution, que moi. Ce n'est pas une vérité absolue pour autant. Pour moi, c'est ce qui me parle le plus. Pour d'autres, ils diront le contraire. Peu importe. J'ai donné mon idée suite quand même à des faits. C'est-à-dire Gary McKinnon, qui avait hacké 70 serveurs du Patagone, incluant la NASA, etc., suite aux affaires d'OVNI, qui avait révélé une flotte d'officiers non terrestres. J'avais mentionné ça dans le premier livre. Et dans le deuxième livre, j'avais mentionné que c'était pas forcément des officiers extraterrestres qui parlaient comme beaucoup d'ufologues le pensaient, ou que d'autres ufologues pensaient que c'était un désinformateur. Moi j'ai dit, en fin de compte, la vérité peut être entre les deux. Encore une fois, essayons de décrypter le message. Et j'avais annoncé, pour moi, par rapport à d'autres éléments, l'initiative de défense stratégique mise en place dans les années 80 par le président Reagan, en juxtaposant ces données, je me suis dit, les Américains, ils ont une flotte spatiale. Je m'étais risqué à le dire dans le premier livre. Bon, là, je réponds un peu à mes détracteurs qui ont dit, vous n'avez pris aucun risque. Bah, si, ça en était un pour le coup. Sauf que maintenant, c'est facile de le dire, mais n'empêche, moi, je t'avais dit en 2016. Et quand vous faites un livre, il est publié, il existe en produit à une date, à un instant T. Mais vous mettez derrière entre 3 et 5 ans de travail. Donc ça veut dire que le fait, vous l'aviez vu déjà avant. Sauf qu'il apparaît après, puisque un livre, c'est un travail, les corrections, la mise en page, etc. Donc, dans le deuxième livre, par exemple, on a bien vu que, et je l'ai mentionné d'ailleurs dans la conférence, surtout la première, avant il y a 2-3 jours là, et puis ramené un petit peu sur le tapis aujourd'hui, que Trump avait désigné maintenant officiellement l'armée spatiale américaine, le 6e corps d'armée, donc qui est devenu un fait. Et je l'ai bien précisé, si Donald Trump se permet de dire que les États-Unis sont en mesure d'avoir une armée spatiale, excusez-moi, mais c'est qu'ils ont la logistique, ils ont les structures, les vaisseaux, les armes, les infrastructures, etc. Il ne va pas annoncer ça au monde en sachant qu'il y a le rival chinois, indien, russe, et puis les rivaux même alliés au niveau commercial européen que nous sommes. Donc ça veut dire que les États-Unis sont déjà en avance. Quand les États-Unis vous annoncent un truc, que ce soit le motoriste Lockheed Martin ou les autres, c'est qu'ils sont déjà au point suivant. C'est comme ça que fonctionnent les États-Unis et je pense que ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le démonter. Et ça, bien évidemment, je l'ai mentionné dans le deuxième ouvrage. Là, on est sur un fait. Donc ça valide une allégation que j'avais fait moi dans le premier ouvrage. Après, pour autant, est-ce que c'est lié aux déclarations de Gary McKinnon et puis à tous ces programmes
d'initiative de défense stratégique IDS voulue par le président Reagan, qu'il a appris dans les années, c'était 1985, je ne me rappelle plus, j'ai lu tout à l'heure, je suis retombé sur les notes de Reagan. Il prétend que ceci existait depuis le début des années 80. Moi, je pense que c'est la réalité, et quand on regarde bien, on peut même lier ceci à la rétro-ingénierie. De 1980, remontons le temps, 1950, ça fait 30 ans, donc 33 ans si on prend depuis Roswell, et si on prend depuis Los Angeles, parce que je pense que Roswell n'est qu'un épisode, donc on va dire depuis la Deuxième Guerre mondiale, de 40 à 80, ça fait 40 ans, et là je pense qu'on est sur de la rétro-ingénierie, sur quelque chose qui à un instant T s'est introduit au sein de notre planète, et les Américains ont chanté ces trucs, ils les ont dézingués, ou alors les trucs se sont cassés la figure tout seuls. On ne saura pas ça par contre, ou pas tout de suite, et je pense qu'ils ont fait de la rétro-ingénierie avec, et ce qui me fait dire que les ovnis d'aujourd'hui sont de maintenant, et dans ces ovnis, il y a cette armée spatiale que Trump dévoile maintenant, et peut-être que les Français, on a aussi nos petits joujoux. Je rappelle quand même que Florence Pavie, ministre des Armées, qu'on appelait ministre de la Défense avant, a quand même validé et renommé l'armée de l'air, qui est devenue maintenant, depuis quelques mois, l'armée de l'air et de l'espace. Maintenant, si les gens pensent que ce sont des bêtises, vous avez Google. Nous allons vous diffuser un court extrait de sa conférence où Sylvain Mathis vous parle d'un cas en Belgique. En fait, le lac de la Gilette, il n'est pas si profond que ça en Belgique. L'affaire de Pen, que j'avais traitée à Bruxelles, justement. Et que les gens m'ont confirmé de là-bas. Où là, il y avait eu 2 triangles. Il y en a un premier qui avait été aperçu. Donc, il y avait une patrouille de police à ce moment-là. Les gens se plaignaient d'une luminosité accrue vers des champs et des habitations. Il y avait une patrouille de police. Donc, la première qui se trouvait là, ils ont suivi le truc. Et d'ailleurs, Nick Pope a traité aussi du sujet, puis il a dit, étonnamment, cette affaire, elle est curieuse, parce que normalement, ça se déplace très vite. Et là, ça suivait à quelques kilomètres/heure près. C'était à la vitesse d'une voiture, quasiment un peu plus rapide, mais pas bien beaucoup plus. Ça fait qu'ils ont pu suivre tout le chemin. Ça les a amenés à un moment donné en pleine campagne. Et cette campagne, il y avait le lac d'Agilette, qui est un réservoir artificiel en Belgique, près de la frontière allemande. Et donc les mecs sont descendus de bagnole. Et puis le triangle, au début ils ne savaient pas que c'était un triangle, ils ont vu des lueurs. Et ils ont vu qu'il y avait un truc qui descendait, de couleur rouge, comme s'il y avait un harpon. Et il y a un autre objet qui est apparu, et c'est grâce au deuxième objet qu'ils ont pu voir que c'était un triangle, le premier, parce qu'il éclairait le deuxième. Et la sphère rouge est remontée dans l'habitacle, et les deux après sont partis. Mais l'affaire, au niveau du lac, c'est terminé là, pour moi, c'est ce qui m'intéressait, mais en fait, ça a continué pendant toute la nuit dans la Belgique. 5000 témoignages, pour ne parler que de ceux qui ont voulu témoigner. Nous venons d'entendre un extrait de ta conférence qui s'est achevée il y a pas mal de minutes. Alors j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu en as pensé déjà par rapport au public. Ah oui, de mon point de vue. Alors, pour le travail, pour ce que j'ai présenté dans la conférence, c'est aux gens d'évaluer si ça leur a plu ou pas, le contenu, etc. Maintenant, moi, de mon point de vue, effectivement, c'est par rapport au public. J'ai trouvé que le public était connaisseur et actif. Donc, c'est devenu une conférence interactive. Et je veux dire, quel conférencier ne souhaite pas avoir vraiment des participants qui ont des choses à dire sur ce que vous dites vous-même. Parce qu'à partir de ce moment-là, déjà, ça prouve qu'ils écoutent. Et en plus, quelquefois, vous apprenez des choses, ou alors les choses que vous dites sont corroborées. Et ici, c'était vraiment un bon public, moi, de mon point de vue, positif. De mon point de vue, voilà. D'accord. Et comparé à ta conférence de samedi, qui était très chaude, d'après ce qu'on m'a dit, de par la température, laquelle de journée t'as préférée? Alors au niveau de ma prestation, je préfère aujourd'hui. Ça reste à vérifier quand je verrai les images. Au niveau du public, c'était
c'était tout aussi intéressant, donc je n'ai rien à redire au niveau du public. Bon, effectivement, c'était un peu plus éprouvant de par la température, parce que là, c'était vraiment, je crois qu'on était dans les 40 degrés, et c'était assez éprouvant. Donc, d'un point de vue physique, mais bon, on a assumé, et voilà. La conférence était coupée en deux, elle aurait pu faire qu'une, mais avec le concept là que nous avons décidé avec Émilie et Marc, les organisateurs, c'était pas plus mal parce que je pense que ça aurait fait sans doute beaucoup trop d'informations pour une seule conférence en 1 heure ou 2 heures. Je pense que les gens auraient décroché. L'avantage de couper en deux la même cible, puisque ça correspond qu'à une partie du livre et qu'à une partie des recherches, avec les zones hotspot, les points chauds, quelque part c'est un confort de scinder en deux, pas peur de faire la jonction pour que ces deux conférences ne fassent qu'une. Est-ce que tu t'intéresses seulement aux OANI ou aussi à d'autres phénomènes? Si oui, t'es-tu intéressé aux observations d'OVNI au Québec? Alors oui, entre autres avec Marc Saint-Germain. Et après, c'est vrai que Janie Charlot, qui était responsable du MUFON Québec, je sais qu'elle s'intéresse à ces cas liés à des ovnis avec la flotte, qu'on peut nommer ovnis amphibies, hein. OVNI, objet volant non identifié amphibie. Moi, quelque part, ça me dérange pas, c'est vrai qu'on joue avec les mots. Bon, moi, OANI, parce que j'ai mis observation aquatique, comme je l'ai expliqué, maintenant tu le sais, hein, parce que ça permet d'y mettre les phénomènes naturels, voire les phénomènes métaphysiques, et puis après les objets, donc les structures, qu'elles soient immobiles, si c'est dans l'eau, hein, par exemple, genre base sous-marine, par exemple, et puis les structures mobiles. Là, c'est les trucs qui naviguent dans l'eau, qui sont pas répertoriés clairement, donc qui, du coup sont inexpliqués, et des fois qui sortent ou ils rentrent. Alors là, que dire de la Scandinavie avec ces choses qui perforent la glace où ils rentrent. Et donc, c'était corroboré par Boris Churinov avec le lac de Korb en Carélie, et qui dit qu'ils avaient eu le même genre de cas en Finlande. Donc voilà, donc le Québec, j'ai envie de dire, les zones hotspot, les points chauds que j'ai mis en avant en ciblant la Californie, la Basse-Californie, un peu plus haut en Californie, les Channel Islands, et puis après le cap sur la Floride avec la base Otec, et puis jusqu'en allant jusqu'aux Caraïbes, jusqu'au port de Porto Rico, puis après en passant même par les Bermudes, on a un côté Pacifique, un côté Atlantique. Ce sont des zones à points chauds, des pouponnières à OANI, mais quelque part, je pourrais dire sans exagération que c'est quasiment partout sur la planète. Parce que tous les témoignages, nous ne les avons pas. Et lorsqu'ils arrivent, finalement, après, ils s'empilent. Donc, quelque part, on peut dire, oui, mais finalement, là aussi, quoi. En Europe, oui, finalement, en France, en Europe, effectivement, il y a ça aussi, quoi. C'est ce que je me suis rendu compte. Alors là, voilà, j'ai mis le cap pour la conférence, les mers, océans. Mais si on revient au Québec, là, fleuve, lac, ils ont leur lot d'observation. Ça c'est clair. Des soucoupes, des triangles aussi, des choses ovoïdes, des tubes. On retrouve, je m'excuserai, mais cette quincaillerie, là-bas, et le Québec est riche en observations, au même titre qu'on pourrait dire aussi l'Amérique du Sud, hein, avec le Brésil, la Bolivie, la Cordillère des Andes, l'Argentine notamment, où les réservoirs de piscines ou des réservoirs d'eau des paysans, de l'eau a disparu en une nuit, alors qu'on sait que l'eau ne peut pas s'évaporer à une certaine température, que ça aurait été aspiré par des choses lumineuses vues au-dessus, ou carrément même des structures. Ce sont des témoignages. Après, ça vaut ce que ça vaut. Des gens diront ça prouve rien, mais en attendant, on a des cas qui ont été recueillis. Donc, on voit bien que l'ensemble de la planète, quels que soient les continents, sont concernés. En Australie, ils ont aussi leurs histoires. L'Antarctique, la mer Baltique, aussi les leurs. Alors, le Québec n'échappe pas. C'est aussi une terre riche de phénomènes, alors aériens, et je pense aquatiques, et je pense qu'il y a de quoi faire aussi. Tiens, en parlant d'enquête, voici un autre extrait de sa conférence où il en parle. J'ai 2 règles d'or quand je suis enquêteur. Je ne promets pas de résultats. Pourquoi je ne prenais pas de résultats? Si c'est reconnu dans un des catalogues, comme je disais tout à l'heure, de l'aéronautique, de l'astronautique, des objets artificiels, armements, etc., ou naturels, j'en ai cité quelques-uns, les bolides, les planètes, etc., si ça ne correspond pas dans ces catalogues-là, je n'aurai pas la réponse. Soit ce sera par manque d'informations, soit parce que c'est pas connu. Donc à partir de ce moment-là, je peux commencer à inventer, à raconter des cracks à la personne. Tout au plus, je vais lui dire,
on est dans l'OVNI au sens littéraire du terme, ou si c'était dans la flotte, l'OANI, l'objet aquatique non identifié. Donc je ne promets pas de résultat, ça c'est déjà une première honnêteté. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en aura pas. Mais ça, elle va en avoir une, elle va être quand même déçue, surtout si c'est quelqu'un qui s'intéresse à de la vie potentielle autre que la nôtre. Voilà. Les gens me disent, vous êtes frileux. Non, prudent. Prudent parce que l'œil perçoit, le cerveau interprète. On va rester un instant au Québec. Toi qui as un regard éloigné parce que tu es de France, comment vois-tu l'ufologie québécoise? Alors je n'ai pas assez de recul et peut-être même de connaissances pour pouvoir prêter une évaluation et encore moins un jugement, même en France. C'est vrai que juger c'est toujours facile, mais je pense qu'il faut déjà être à l'intérieur du circuit. Donc il faudrait déjà que je sois un habitant du Québec, même si je suis français, que je vois comment cela fonctionne réellement, parce qu'il y a ce que l'on met en public, il y a ce qu'il y a derrière, la vitrine, donc il faudrait déjà être inclus dans une association et vivre dans cette association et voir ce qui se fait réellement et comment. Et à partir de ce moment-là, tu peux avoir un œil critique, qu'il soit positif ou négatif. Donc je ne peux pas me permettre d'évaluer le Québec. Simplement, je sais qu'il y a des cas, il y a des bonnes personnes, des personnes sérieuses. Janie Charot en fait partie. Je parle beaucoup de Janie puisque Janie a repris le MUFON France et je pense qu'elle va le remettre à l'endroit. C'est très bien que tu mentionnes le MUFON France parce qu'il me semble que tu en fais partie, non? Alors, enquêteur, pas encore, pour la simple bonne raison que je n'ai pas demandé de traitement de faveur et que le MUFON US a ses directives, c'est-à-dire d'avoir un manuel d'enquête qu'il faut savoir sur le bout des ongles et il y a une évaluation, il faut avoir au moins 80% pour avoir la nomination enquêteur. Donc le MUFON France prend aussi ce cursus, quelque part. Ils ont tout à fait raison. Et à partir de là, moi quand j'ai pris les contacts avec Janie, puis Monsieur de Paya, qui est directeur des enquêtes en France, nous avons conversé, j'ai posé des questions. Je regarde sérieux, où je mets les pieds, exactement. C'est pas pour se faire valoir et se faire mousser. Je fais partie du MUFON. L'étiquette, franchement, nous avec Emmanuel, on a commencé en 2008. On a été au début, tout au début, aidé par personne. Voire même attaqué dès le début. Et puis après, il y a des gens comme toi qui nous ont soutenus et il y a eu des partenariats. Nous, j'ai envie de dire, on a besoin de tout le monde et de personne. C'est-à-dire, ce serait vraiment arrogant de ma part de dire qu'on se suffit à nous-mêmes, ça c'est faux, on a besoin des autres, mais pour autant, pour fonctionner, avec la seule volonté, moi mes livres, je les ai faits de moi-même, il n'y a personne qui m'a aidé à faire les livres. Après j'ai demandé à certaines personnes de livrer un certain travail ou leurs sentiments, tu en as fait partie dans le deuxième, et bien d'autres, c'est leur contribution, mais ça ne fait pas le livre, mais ce sont des pièces additionnelles importantes, elles ne sont pas négligées. Ce que tu as mis dans le livre, ce que d'autres ont mis dans l'autre livre, etc. Tout le monde apporte sa pierre. Et moi, je veux cette unité. Je suis plus pour l'unité, moi, que pour la discorde. Et donc, je me suis un peu éloigné pour ta question. Non, tu t'es pas éloigné de la question que t'as posée Jenny précédemment, bien au contraire. Et puis là-dessus, je tiens aussi à te remercier d'avoir rajouté ma contribution à ton livre. Ah ouais, t'as contribué à son livre, toi? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça m'a permis aussi de rendre hommage à la doyenne de l'ufologie française, qui était Francine Forêt, et qui nous a quittés en 2018. Mais il y a aussi d'autres personnes dans son livre. Son livre a quand même été préfacé par Nick Pop. Il y a aussi les contributions de Thierry Larquet, responsable du repas ufologique de Brest, de Jean-Hugues Lagneau, que vous avez pu entendre tout à l'heure, de Robert Sala, mais aussi de Rami Fauchereau, ufologue et président de l'association d'études des phénomènes aériens, et aussi Yves Herbeau, webmaster du site Science, Faits et Histoire. Pour nos amis du Québec, comment peut-on commander ton livre? Par mois ou par l'éditeur. Alors le seul truc, ce sont les frais de port qui vont être énormes. Si les gens passent par l'éditeur, le souci c'est que ils n'auront pas ma dédicace et puis le petit mot qui va avec. S'ils passent par l'éditeur, ils auront le livre, mais comme s'ils l'achetaient, je veux dire, pour les Français sur Amazon, j'ai une bêtise, ou la Fnac. Donc, il y a pas de plateforme, mis à part les plateformes Internet. On peut me commander directement. Alors, sur nos sites web, on a l'adresse de nos sites, mais on a surtout
comment nous contacter par mail. Les gens vont dans le formulaire contact, c'est marqué contact, ils font copier, ils enregistrent en boîte mail collée, là ils peuvent m'envoyer un message comme quoi ils désirent le livre. Si ce sont des gens qui sont sur les réseaux sociaux, comme je suis sur Facebook, en MP, ils peuvent me contacter, et puis à ce moment-là, il y a possibilité effectivement qu'ils acquièrent le livre, et puis voilà. Merci de ta réponse. Je vais te poser une dernière question avant la pause. Nous reprendrons après, bien sûr. Donc, Sylvain, est-ce que tu penses en écrire un troisième ? Oui, alors Gilles, le troisième est une possibilité, on va dire. Hein. C'est-à-dire que si j'ai de la matière le plus tangible possible, des choses à dire, si possible nouvelles, tant qu'à faire. Après peut-être confirmer ou infirmer là, toujours sur ce qui était fait sur les 2 premiers ouvrages, si ça fait une centaine de pages de ce format, il y aura un 3e livre. Si maintenant ça fait 30 pages, ça se terminera en article, voire j'abandonnerai le projet. Si maintenant ça fait beaucoup plus de pages, ça ne sera pas un problème, ça pourrait faire un 3e, voire un 4e. Je fais pas la course au bouquin. Ça n'a aucun intérêt si c'est parler pour parler. Enfin, écrire pour écrire, hein, c'est la même chose. Il faut vraiment qu'il y ait des éléments importants. Le 3e livre, je mettrai le cap sur l'élément encore plus marin. Et là, on quitterait un peu les affaires ufologiques. Et encore que ça pourrait se croiser. Je suis dans le début de recherche des informations. J'essaierai de voir au niveau des bateaux maudits. Des zones où il y a eu des apparitions fantômes, de ceci, cela. Là, c'est ce qui m'intéresse, parce qu'on serait carrément dans l'univers marin. Mais alors là, attention, c'est encore beaucoup plus difficile d'avoir de l'information. Est-ce que j'aurai assez d'informations pour alimenter un livre ? À l'heure d'aujourd'hui, je ne le sais pas. Mais c'est vrai, je le pense, c'est une probabilité. Ce serait bien que je réunisse beaucoup d'informations. On serait dans OANI compagnie d'investigation, partie 2. Et là, on bifurquerait comme assez largement de l'ufologie. Ce qui ne veut pas dire que ce ne serait pas mis, on ne sait jamais. Il peut y avoir des tirs croisés, hein, des fois. Hein, des fois, on peut être surpris. On est sur une recherche purement marin, puis putain, on retrouve un truc de l'ufologie. Tout dépend de ce que je vais trouver. Merci Sylvain de ta réponse. Nous devons maintenant aller à la 2e pause, mais s'il vous plaît, restez à l'écoute. Nous voici de retour, toujours avec Sylvain Mathis, ufologue et usologue. Il vous a parlé tout à l'heure des OANI et de son livre. Oui, effectivement, Jenny. Et nous sommes toujours en onde sur la radio FM CJMD Lévis 96.9. Il me semble que tu as encore une autre question pour Sylvain. C'est à toi. Ma question pour toi, c'est qu'est-ce qui te décourage le plus en ufologie? J'ai pas vraiment de découragement. Il y a des pics avec des points forts, des points faibles, des choses agréables, des choses désagréables. Ce sont ces batailles. Mais ça, c'est humain. Je pratique les arts martiaux et quand on regarde les disciplines, c'est l'être humain. Il y en a toujours un qui est meilleur que l'autre, une discipline meilleure qu'une autre. Et l'ufologie, le sport aussi. Et l'ufologie, c'est l'humain, n'échappe pas à la règle. C'est-à-dire, il y a des batailles d'ego, il y a des batailles de conviction. Ça n'aide personne. Déjà pas les personnes elles-mêmes qui se bataillent entre elles. Parce que elles perdent de l'énergie pour rien, alors qu'elles pourraient se consacrer à la recherche. Elles pourraient voir si elles sont en discorde sur un sujet. Eh bien, au contraire, de regarder où c'est que ça peut être intéressant dans le désaccord avec l'autre, ça les ferait avancer. Ça, c'est mon point de vue. Et dans le pire des cas, quand vraiment ça tourne mal, ça tourne en procès. Donc en plus, il y a des dommages pécuniaires. Bon, si les gens ont de l'argent à perdre dans les procès pour ce qui est normalement une passion. Rappelons que l'ufologie n'est pas un métier, on est bien d'accord, c'est pas sanctionné par un diplôme reconnu d'État. Et s'il y avait un diplôme reconnu d'État, si je peux recadrer un peu le truc, moi-même tu peux m'enlever l'ufologue, alors que j'ai déjà une bonne base quand même sur pas mal de filières. Parce que ça voudrait dire que tu es spécialiste de l'alliage des métaux,
tu es spécialiste de la biologie, de la biochimie, de la chimie, de la biologie cellulaire, unicellulaire, donc au niveau scientifique, que tu es spécialiste de l'astrophysique, de la physique des plasmas, que tu es spécialiste de l'ingénierie. Alors là, on va rentrer dans les systèmes qui volent et ceux qui plongent. Donc aéronautique, aéronaval, naval, avec les modes de propulsion, comment ils peuvent se faire, dans quelle situation, avec quelles circonstances, etc. Météorologie, bien évidemment, climatique. On va rentrer dans plein de domaines. Si on faisait un diplôme sur l'ufologie, simplement sur la base, je crois que ce serait bac plus 8, hein. Franchement. Hein. En plus, les formules mathématiques, parce que calculer un angle par rapport à un observateur, l'ufologie de base, en degrés, l'élévation d'un objet, comment le mesurer par rapport à une observation, par rapport à une distance, la vitesse, comment l'estimer. Franchement, il y a du taf. Donc, les découragements, moi, ils durent pas, quoi. Ce serait plutôt du blues. Et puis dans ce cas-là, je me réfugie dans une autre discipline, c'est les arts martiaux, ça se remet à l'endroit, loin de tout. Et puis après, tu reviens rafraîchi. Et tu retournes dans l'ombre et tu fais ce que tu es censé faire, ce que tu dois faire. C'est la recherche. Ne pas perdre son temps. Bon là, ok, là je suis en lumière, interview, conférence, il faut passer par là, parce qu'il faut faire connaître ses travaux, pas pour nous. Pour les gens, pour les témoins, n'oublions pas que si on a des comptes à rendre, entre guillemets, c'est aux témoins, aux observateurs. C'est pour cela qu'on est là, pour essayer que eux se disent c'était ça ou c'est pas ça que j'ai eu, au moins qu'ils savent qu'on les prend au sérieux. Mais déjà que nous soyons sérieux nous-mêmes. Moi c'est ce que j'essaye de faire, je dis pas que j'y arrive, attention, ça c'est autre chose, les gens peuvent me critiquer. Mais moi, à mon niveau, je suis toujours temps fort, temps faible comme en sport. Il y a des moments où il faut cartonner, on fait le foncier, et puis là tu souffres, et puis après c'est à un certain niveau, et là tu vas t'entretenir pour éviter la blessure. Donc la surcharge, le burn-out pour certains. Donc ce qu'il faut, c'est temps fort, temps faible. Des fois, c'est dans la recherche, plein pot. Après, on a besoin un peu d'évacuer. Donc là, on va se livrer au public, soit par rapport à un article, soit par rapport à une interview vidéo, soit par rapport à une conférence, soit par rapport aux trois. Ça, c'est important. Mais les bagarres, en tout cas, elles doivent rester en interne. Ça ne doit pas éclabousser en public, ça donne une mauvaise image. Et après, les ufologues, ceux qui se disent ufologues, ces gens-là, ils pleurent que l'ufologie n'est pas crédible. Mais rends-toi compte, tu es témoin, tu as vu un truc, on te dit, il y a des ufologues, et tu vois que les gens se bagarrent. Tu te dis, c'est pas ce que j'ai demandé, moi j'ai demandé qu'on s'occupe de mon cas, ils sont en train de se bagarrer, c'est lui qui est le meilleur, machin, je comprends rien. Ça fait tâche. Donc voilà ce que je pense. Merci Sylvain de ta réponse. J'ai à présent une deuxième question posée par Carole Lozé, animatrice de l'émission Zone Parallèle et également sur la zone insolite. As-tu été témoin de phénomènes OVNI ou OANI? Alors en tant que OANI, non. En même temps, j'habite en Bourgogne, c'est dans les terres. Bon, même si on sait qu'il y a des histoires dans les lacs. Mais OVNI, avant le premier livre, non. Quand le livre est sorti en 2016. Mais oui, j'ai été témoin de deux phénomènes, on va dire. Mais pour moi, ce n'est pas le genre de phénomène que j'attends. C'est carrément qu'on voit la structure, comme certains ont vu, le triangle ou la soucoupe. Je pense que quelque part, quand on est passionné, on a envie d'avoir ce genre de rencontre. C'était plus au niveau lueur. Et donc, je n'ai pas eu la réponse. En téléphonant à des aérodromes les plus proches, ils m'ont certifié que c'était pas à eux, à l'heure, et par rapport à la signalisation que j'avais de l'objet, quoi. En parlant de témoignages, il me semble que tu en mentionnes un dans ta conférence. Une observation que tu as fait avec ta compagne Hera d'Area 51 Blog. Allons écouter l'extrait. Parce que bien, je vous raconte un petit témoignage qu'ils avouaient avec Emmanuel. C'est assez cocasse. C'était lequel où tu m'as dit, mais tu t'en occupes pas. C'est Mont-Saint-Vincent. C'est quand on revenait de Mont-Saint-Vincent, quand ils nous ont chassés du Mont-Saint-Vincent. Ah, tiens, Emmanuel, non, le micro. Tu vas raconter. Non, si. Moi, ça me soulage. Et puis, les gens, c'est bon, lui. Nous étions partis faire une soirée d'observation du ciel à Mont-Saint-Vincent, en Bourgogne, dans le 70. Vers Mont-Solémine, exactement. Voilà. C'est un Charlet. C'est un mont qui fait 600 mètres d'altitude à peu près. Et là, on a une vue à 360 degrés magnifique. Je le connais bien, il a fait des super photos. Ouais, des super photos. Et on a un ciel extraordinaire et nous y étions donc pour surveiller le ciel, et un couple de personnes du village, personnes âgées du village est monté et nous a dit mais qu'est-ce que vous faites là?
alors que c'est un site qui est public. En fait, on était dégagés, quoi. Voilà. Par les habitants du village. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire là. Il dit mais attendez, vous me connaissez parce qu'il organisait des soirées sur ICAT. C'est pas sur ICAT relayé par le JSL, le journal de Saône-et-Loire. Avec l'accord de la Oui, ville, je sais. c'est ça. Il dit, il dit je suis Monsieur Matisse, vous me connaissez pas. Si, on vous connaît, mais vous n'avez rien à faire là. Partez. Ça dérange un peu la recherche sur les ovnis. Et donc, ça nous a... Enfin, moi, ça m'a un peu... Ça nous a cassé. Ça nous a cassé, quoi, parce que c'était assez agressif. Fin de la soirée. Hein. Donc, alors, il me dit, écoute, on avait vu un petit village qui s'appelait Marie dans la journée, on avait vu ça. Et il dit, je vais t'emmener le voir de nuit, quoi, ça peut être sympa. Donc, on quitte Mont-Saint-Vincent, on s'en va sur les routes de campagne. Et puis, il se trompe. Et on se trouve près d'une carrière de pierre. Enfin, on ne savait pas qu'il y avait une carrière de pierre ce soir-là, parce qu'en fait on s'est perdu, quoi, voilà. Donc là c'était la nuit, donc on ne voit pas la carrière de pierre, on cherche ce village qu'on ne trouve pas, on est perdu, enfin on ne sait pas qu'on est perdu, on est sur la petite route, et puis c'est toi qui vois, donc raconte, il voit une étoile. Oui, alors voilà, je vois un point lumineux. Moi j'étais côté passager. Hein, Ah oui, on va le faire à tout le truc. Alors je vois un point lumineux à ma gauche, parce que voilà, côté conducteur, donc un petit peu en périphérie, un peu en arrière. Je regarde, parce que je regarde, c'est joli, machin, je vois, il y a un point orange, ça pourrait être Mars. Ok, bon. Dans les terres, je vais faire, ça peut être des étoiles, hein. Actulus, Aldébaran, ça brille. Hein. Et ça semblait suivre l'allure de la voiture. Donc là, quand vous faites l'astronomie, vous éjectez ce genre de trucs, étoiles, planètes. Ça se déplace, comme je l'ai dit, mais ça met quand même quelques minutes. Là, que ça vous suit, pas possible. Ou alors, j'ai raté un sérieux épisode. Puis après, ça devient une forme allongée, quoi. Il me dit, regarde, on dirait un cigare. Et moi qui suis pourtant plus, je vais dire entre guillemets, croyante que lui dans le domaine. Je fais, mais non, c'est un avion. Donc lui, entre-temps, il stoppe la voiture. Je regarde et puis... je fais, ah non, c'est pas un avion parce que la chose s'arrête et reste en sustentation. Donc là, Sylvain a le temps de mettre les warnings, de descendre, prend les jumelles. Moi, je voulais pas rater ce truc-là, donc je le fixais, donc j'ai pas fait de photo. J'étais là, je regardais, et le truc se met à descendre à la verticale comme ça, caché par les arbres. Alors Sylvain l'a expliqué tout à l'heure, lui il a vu des lumières puisque forcément il a regardé aux jumelles. Moi je voyais juste une barrette jaune, un trait jaune. Et il est remonté en voiture, il dit on va le prendre en chasse, mais avec les arbres c'était impossible, on voyait pas. Et le lendemain, donc je dis tu vas faire une enquête, il me dit non. Je dis attends, tu rigoles, t'es enquêteur pour les autres et tu vas pas enquêter pour nous. Donc il a contacté les aérodromes du coin pour savoir. Apparemment il y avait pas de vol de nuit, donc on ne sait pas ce que c'était, quoi. Et le lendemain on est retourné sur les lieux, on a fait des photos. Il y a une carrière de pierre qui est pas loin. Voilà, donc c'est un objet non identifié. Et une autre fois on était on revenait des repas ufologiques d'Annecy. Et puis on n'avait pas envie de rentrer tout de suite. Enfin, on a déposé les affaires. Et elle me dit on va faire un tour, on va se balader dans la campagne. Il y a un temple bouddhiste pas loin. Donc on va au temple. Et puis sur la route du retour, au-dessus d'une colline qui s'appelle la Serre-Tenue, où l'un des témoins des repas ufologiques d'Annecy nous avait dit qu'il y avait tout le temps des choses. Bah là, pareil, on voit une étoile qui grossit et qui se met à faire des déplacements erratiques dans tous les sens. Donc c'était ni un avion, ni un satellite. Je sais pas ce que c'était. Eh bien Héra, je te remercie de nous avoir partagé ton témoignage en commun avec Sylvain, que je remercie également d'avoir répondu à toutes nos questions. Maintenant, nous allons passer à ton entretien. Déjà, bonjour et bienvenue dans notre émission Enquête de terrain. Bonjour Gilles. Alors nous avons une première question de Carole Lozé, animatrice de l'émission Zone Parallèle. As-tu fait d'autres observations ? Alors oui. Alors j'ai fait plusieurs observations. Donc il y a quelques années j'étais à Tourcoing, qui se trouve à la frontière belge. Un soir, je discutais, ma fille aînée habitait pas loin, donc j'étais sur le pas de la porte, je lui disais au revoir. Et puis mon beau-fils me fait « Oh, regarde !» Et puis là, une boule rouge, plus grosse que les étoiles,
Tu sais, quand on voit Vénus qui est assez grosse, plus gros que ça, une boule rouge qui se déplaçait lentement. Il me dit mais filme. Et le temps que je sorte mon portable, que je mette en marche et tout, c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe, voilà, chercher le mot. J'ai eu que la fin, j'ai pas eu grand chose, mais bon, ça se déplaçait, voilà. D'accord, merci Hera de ton témoignage. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas son blog, Hera nous en a fait une description pendant sa conférence. Voici l'extrait. Oui, j'ai créé mon blog en 2008, comme Sylvain. On se connaissait pas à l'époque. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était surtout les États-Unis. Et d'où le nom du blog, tout simplement. Et j'allais sur des forums, il y en avait un qui s'appelait Open Minds Forum, si je me souviens bien. Et voilà, je recueillais à peu près tout ce que je trouvais comme info. Je prenais aussi un site qui appartient à un certain Lone Strickler, qui est Phantoms and Monsters. C'est ça, l'Unifork, George Tyler. Le MUFON US. Parce que je sais pas si à l'époque il y avait un MUFON France. Non, c'était surtout le MUFON US, voilà. Donc au départ c'était pour moi, c'était tout simplement pour recueillir des informations et puis les classer, quoi, tout simplement. Une banque de données. Et puis au départ j'avais 5-6 personnes qui venaient, puis de plus en plus, un jour j'ai eu 12 000 vues. En une journée. En une journée, une autre fois j'ai eu 17 000 vues, quoi. Puis les gens venaient, mettaient des commentaires, enfin c'était super sympa d'échanger avec eux. Et du coup je me suis prise au jeu et puis j'ai continué, voilà. Toi qui as un regard éloigné parce que tu es de la France, comment vois-tu l'ufologie québécoise? Question un peu étrange. Je la suis de loin, forcément. Je connais quelques ufologues québécois. Je connais l'AQ, l'Association québécoise d'ufologie. Dedans, il y a un monsieur qui s'appelle Denis Boilly, avec qui j'ai pas mal échangé dans les commentaires sur mon blog Area 51, que j'ai également sur Facebook. L'ufologie au Québec, j'ai un excellent ami qui s'appelle Jean-Marc Lévesque, qui est ufologue depuis plus de 40 ans, qui a fait des observations d'OVNI et tout, que j'avais connu sur le forum Passé, Présent, Futur, et que j'ai toujours gardé en contact. Et bon, c'est un ami très cher, voilà. On échange beaucoup là-dessus. Après, moi j'ai connu, récemment on a parlé de Gianni Chariot, qui reprend le MUFON France, qui a dirigé le MUFON Québec pendant pas mal d'années. Bon, c'est quelqu'un, pour moi c'est quelqu'un de très sérieux. D'après ce que j'en vois, je trouve qu'elle est super, voilà. Jean Cazot, bon, j'ai suivi un petit peu Jean Cazot pendant un moment. Puis Marc Saint-Germain aussi, j'oubliais Marc Saint-Germain. Voilà, j'aime beaucoup les Québécois. En parlant de tout ça, qu'aurais-tu à dire aux jeunes auditeurs et auditrices du Québec qui sont passionnés? Qui continuent, qui foncent, quoi. On a besoin de jeunes, justement, pour... Ce qui est dommage, tu vois, ce que j'ai remarqué dans la conférence d'aujourd'hui et d'il y a 2 jours, c'est bien, beaucoup de personnes âgées qui sont très dynamiques, qui se bougent. Des jeunes, il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, c'est l'avenir. Et c'est dommage. Moi, quand je vois dans les associations d'ufologues, la plupart, les plus jeunes, toi, t'es une exception, t'es un peu plus jeune, mais les plus jeunes ont dans la quarantaine, quoi, tu vois. Et les plus âgés, 80 ans, donc 80, 90 ans. Ça manque de jeunes. Il y en a quelques-uns, je dis pas qu'il y en a pas du tout, mais c'est l'avenir, il faut qu'ils s'intéressent. Faut qu'ils passent le pas, s'ils s'intéressent, qu'ils se jettent à l'eau, voilà, qui nous rejoignent. Je te remercie de ta réponse. Nous avons une deuxième question de Carole Lozé. Par rapport à la conférence qu'a réalisée aujourd'hui au domaine de la Salse Sylvain Matisse sur les OANI, Carole te demande pourquoi t'es-tu intéressé aux observations d'objets aquatiques non identifiés? Parce que ça fait partie de l'ufologie. Et moi, comme j'allais beaucoup sur les sites américains traduire différents rapports d'observation, il y avait beaucoup de choses qui concernaient les lacs, l'océan, des témoignages de gens sur des voiliers, des militaires et autres.
Et on en parlait avec Sylvain. Donc lui aussi, ça l'intéressait vachement. Bon, en plus, on aime l'océan, tous les deux. Et on s'est dit, pourquoi pas? Pourquoi il n'y aurait pas des bases sous-marines? Faut s'intéresser à ce phénomène, quoi. Puis bon, c'est vrai que c'était un peu noyé dans l'ufologie. Les gens, on parlait pas, c'était dans l'ufologie, voilà. Et nous, on s'est dit, ça serait peut-être bien de faire ça un peu à part, quoi. Vraiment étudier ce phénomène-là. Parce que moi, je me disais qu'il peut y avoir des bases. Quand on prend le cinéma, moi, je m'intéresse aussi à ces choses-là. Et souvent, dans le cinéma, c'est pas du cinéma, si je puis dire. Quand tu prends Les Envahisseurs, par exemple, avec le code Adamski, tout ça, t'as plein de messages. Je prends un film comme Abyss, je trouve qu'il est fabuleux et moi, je vois bien des choses comme ça sous la mer. Lapsus. Sous la mer. Il y a d'autres films, Cocoon, tout ça. Et moi, je pense que c'est un endroit idéal pour se cacher, pour une civilisation qui viendrait d'ailleurs. Dis-moi, Hera, qu'est-ce que tes recherches sur les ovnis et les OANI t'ont apporté? J'ai pas encore les réponses, mais en tout cas, ça m'a permis de faire plein de belles rencontres. Plus je m'interroge et plus j'ai de questions. Et voilà, donc ça m'a permis de faire plein de rencontres. Ça m'a ouvert encore plus l'esprit, j'ai envie de dire, là-dessus, quoi. En fait, comme le disait si bien Sylvain Mathis tout à l'heure pendant sa conférence, un enquêteur, c'est comme un métier social finalement. Les enquêteurs sont là pour aider le ou les témoins. On va à la rencontre des témoins. Donc ça, les témoins, j'ai rien à dire, c'est super, on fait des belles rencontres et tout. Moi, ce qui me saoule, c'est vraiment les disputes, les querelles, les procès entre les uns et les autres. Des luttes de territoire parfois, alors que... Moi, tu sais, sur mon blog, je recueille des témoignages et des gens qui me contactent de partout. Moi, si je connais, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui est dans ta région, qui me donne un témoignage, je veux dire, allez voir Gilles Thomas, allez voir Rémi Fauchereau, si c'est dans Lyon, tu vois, quand j'ai des trucs qui concernent la Belgique, je les envoie. Je les garde, on se les garde pas, quoi, si tu veux, je trouve que c'est génial d'avoir un réseau, voilà, un réseau de... On devrait tous être super connectés et puis partagés, quoi. Merci Hera de tes réponses. Et toi, Jenny, les OANI, ça te parle? Est-ce que tu t'y es intéressé? Pour te dire, j'y avais jamais prêté vraiment attention avant. C'était un point de l'ufologie que j'ignorais totalement. Et toi, Gilles? Oui, je m'y suis intéressé. Vivant à 12 km de la mer Méditerranée, j'ai eu vent, enfin. J'ai entendu surtout des rumeurs d'observations de lueurs côtières ou tout autre phénomène au-dessus de la mer ou sur la mer qui auraient été vus par des pêcheurs ou des touristes. Ah bon, des rumeurs? Mais dans quel genre? Dans le genre, Jenny, que ce sont que des on-dit ou des on m'a dit que. Il n'y a pas forcément d'enquête ou même de recueil de témoignages. Et c'est ça qui est fortement dommage. Mais il me semble que l'association de ma région, qui se nomme OVNI Languedoc, s'y est intéressée. On en parlera peut-être dans une prochaine édition. Oui, ça serait vraiment intéressant. En passant, pour ceux et celles qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous écrire vos commentaires ou à poser des questions. Ça se fait sur la page Facebook de la Zone Insolite. Dans le fond, il y a déjà le poster de l'émission. Vous avez juste à poser les questions ou à faire vos commentaires en dessous et on vous répondra. Merci Jenny de penser aux auditrices et auditeurs. Mais pour en revenir à l'entretien, aurais-tu d'autres questions pour Hera? Oui, j'en ai une. Alors, Hera, ma question pour toi, c'est qu'est-ce qui te décourage le plus en ufologie? Les luttes, les querelles entre ufologues. Moi, j'ai envie de dire, j'aimerais avoir un monde de bisounours où tout le monde est gentil. Non, mais on est tous sur le même bateau. C'est ce que je disais à Jean-Louis tout à l'heure. On est tous sur le même bateau. Pourquoi vouloir tous avoir raison? Je pense que personne ne détient la vérité à l'heure actuelle. On a tous peut-être un morceau du puzzle. Alors faut œuvrer tous ensemble et puis essayer de découvrir. C'est une chose qui concerne toute l'humanité. C'est tellement important. Pourquoi toutes ces luttes? Et ça me décourage. Nous avons également posé cette même question
à Jean-Louis Lagneau, directeur de la revue LDLN, Lumière dans la nuit. Bonjour Jean-Louis, maintenant à ton tour. Qu'est-ce qui te décourage le plus en ufologie? Les bagarres incessantes. Et tous ces gens... Ceux qui ont répondu à cette question. Voilà. Les bagarres incessantes et l'ego là, qui est là, et les gens qui veulent à tout prix être devant, se mettre devant de la scène et empêcher et en plus étouffer le fait que d'autres personnes s'intéressent, font de la vraie ufologie et essaient de faire en sorte de faire disparaître ces gens-là, ou faire disparaître les revues, faire disparaître les associations, ou faire croire aussi que les associations, j'irai pas plus loin là-dedans, mais n'existent plus par exemple. Nous revoici en ondes pour la 4e et dernière partie de l'émission. Gilles, qui est notre prochain invité? Eh bien, il s'agit de Jean Librero, auteur et traducteur de nombreux ouvrages en ufologie, responsable de Flying Disc France, conférencier et également membre de l'association DUSO, sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques. Il a donc réalisé une conférence au domaine de la SALS sur les ovnis en Roumanie, thème d'un livre qu'il a traduit dernièrement. Ah ben ça promet d'être intéressant comme dernière partie. Je vous laisse donc vous entretenir ensemble. Merci Jenny. Eh bien bonsoir Jean, comment vas-tu? Bonjour, bonsoir Gilles. Donc bonjour à Carole et à tous nos amis québécois. Un beau moment à la salle. Ici on est régénéré par les cristaux qui sont dans les grottes de la source salée. Voilà. Même si on se fatigue un moment, au bout d'une demi-heure de respiration de l'air de la source salée, on est bien. Flying Disc France est le nom de ta maison d'édition. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît? Alors, concrètement, on fait, c'est de l'édition sur Amazon, donc c'est une méthode, un droit d'édition qui est accessible à tout le monde. Hein. Tout le monde a le droit de créer un compte sur Amazon pour publier des livres. Il faut un numéro d'identification fiscale, certains identifiants, évidemment un compte en banque, légalement. Pourquoi est-ce que j'ai pu faire cela? Parce que l'éditeur britannique, anglais Philip Mantle, m'a fait un contrat dans lequel il me cède les droits de son catalogue Flying Disc Press dans des conditions favorables que je ne révèle pas publiquement, mais qui me permettent de publier ces livres en ayant les droits, ce qu'on appelle les droits de propriété intellectuelle, les droits légaux, ou les droits étrangers. En anglais on dit foreign rights, en français on dit droits de propriété intellectuelle, sans avoir à payer d'avance et en repayant des royalties modérées. Donc c'est un geste très très généreux qu'a fait Philip Mantle, j'en suis très reconnaissant, et c'est vrai que ça donne beaucoup d'opportunités. Donc là c'est le deuxième livre que j'ai traduit, que j'ai publié. Le catalogue de Flying Disc Press est une vingtaine de titres, 20 à 25 titres actuellement. Il se peut que... Oui, il y a toujours de nouveaux titres qui apparaissent, beaucoup d'auteurs. Il y aura peut-être un livre de Donald Smith, qui est le plus grand expert sur Roswell. J'avais déjà traduit les enfants de Roswell en 2016, en 2017 pour les éditions Atlante. Mais jusqu'à présent, le peu d'écho que l'on donne sur certains documents fait que quelquefois de grands chercheurs sont toujours méconnus. Mais voilà, il y a de belles perspectives. Alors Dan Farkas, je l'ai choisi parce que dans ce catalogue, je me suis dit, c'est l'occasion de faire connaître des auteurs déjà européens. Alors le premier livre que j'ai traduit, c'était un livre sur des cas d'abduction aux États-Unis, le fameux cas Pascagoula. Parce que justement, Philip Mantle venait de publier le livre d'une des deux personnes qui ont vécu l'incident de Pascagoula en 1973. C'est Calvin Parker qui avait 19 ans et qui a 64 ans maintenant. Et c'est vrai que j'ai sauté dessus tout de suite, parce que c'est un livre vraiment
vraiment puissant, vraiment instructif sur le cas Pascagoula et sur la thématique des abductions, des enlèvements extraterrestres en tant que tel. Donc, je recommande à tous les amateurs d'ufologie. Et Calvin Parker a fait un deuxième livre et que j'ai bien l'intention de publier aussi, parce qu'il apporte également beaucoup de choses. Avant de replonger dans les diverses publications de Flying Disc France et également par la suite dans l'ufologie et les mystères en Roumanie, j'aimerais savoir, et je pense que les auditeurs aimeraient le savoir aussi, bien sûr, comment as-tu rencontré Philippe Mantel et à quelle occasion? Je ne l'ai jamais rencontré physiquement. Il y aurait eu des échanges comment? Oui, c'est-à-dire que j'avais une page Facebook en 2016-2017 et j'avais communiqué avec beaucoup d'auteurs anglophones, spécialement. Et donc je communiquais. Les auteurs, les anglophones en général sont très faciles d'accès, c'est ce que j'ai remarqué. En tout cas dans l'ufologie, et souvent de grandes pointures. J'ai communiqué avec quelqu'un qui est Peter Robbins, par exemple, qui est un grand monsieur d'ufologie, qui est déjà venu en France, qui est gentil comme tout, qui est pas prétentieux. Et il a contribué d'ailleurs, monsieur Robbins, justement au livre de Calvin Parker. C'est lui qui a révélé à Philippe Mantel, qui a participé à la rédaction, à l'organisation du livre, et à Calvin Parker, qu'il existait une séance d'hypnose de Calvin Parker faite en 1993, et Calvin Parker lui-même ne le savait pas. Parce que Bud Hopkins avait imposé une induction après la séance d'hypnose, lui demandant de ne pas se souvenir des contenus révélés dans la séance d'hypnose jusqu'au moment où ce serait nécessaire. Et donc il n'avait aucun souvenir de... Enfin, Peter Robbins, c'est un grand monsieur, c'était un ami de Bud Hopkins. Donc j'ai communiqué avec beaucoup de gens et j'avais communiqué avec Philippe Mantel un peu, mais ma page Facebook était inactive pendant 1 an et demi, j'avais autre chose à faire. Et là, j'ai repris contact avec lui en 2019. Et c'est en parlant avec lui sur Skype qu'il m'a fait sa proposition. Ouais. D'accord. Pour rester sur le domaine de ta maison d'édition, j'ai cru comprendre que tu étais en train de faire une traduction d'un livre sur les ONI en URSS. C'en est tout. Bonjour, salut à notre ami Sylvain Matisse. Salutations respectueuses et hommage au grand Sylvain Matisse. Quand j'ai décidé de traduire le livre de Paul Stonehill, j'ai pas appelé Sylvain Matisse tout de suite, non, parce que j'étais en cours, mais je lui en ai parlé quand, je sais plus, de toute façon j'ai décidé ça en février, j'étais en train de publier le livre de Dan Farkas, mais je l'ai informé, je crois, en mai, en juin, la traduction était déjà en cours. Et je lui ai dit que le sujet OANI est très important, le travail de Sylvain est extraordinaire. Moi, je n'ai pas lu son premier livre, le deuxième est très riche. Alors, pourquoi est-ce que je traduis le livre de Paul Stonehill? Mais justement parce que les OANI, c'est un sujet central de l'ufologie et qui est largement méconnu dans le monde. Et donc, je dirais à plus forte raison en France, grâce au travail de Sylvain, ce dossier, ce volet de l'ufologie, commence à être connu, bien connu, mais voilà, on a encore beaucoup à faire. Et Paul Stonehill est un ufologue américain, mais d'origine russe, d'origine ukrainienne exactement, et il est connu comme un spécialiste de l'ufologie russe et URSS. Et il a écrit pas mal de livres. Il a écrit le livre sur le Roswell russe, ce fameux épisode qui a été commenté, qui a été traduit en français, édition le temps présent. Mais il a écrit ce livre qui s'appelle USO Secrets in Russia, les secrets OANI en Russie. Bien, il y a énormément de dossiers d'objets sous-marins dans les dossiers russes qui sont des dossiers militaires, des dossiers de police secrète, KGB, et des archives d'État qui concernent la marine, pas seulement la marine militaire, mais la marine marchande, la marine de pêche, également la marine scientifique de pêche. Alors pourquoi l'importance de la Russie? Mais parce que la Russie est le pays le plus vaste du monde.
la Russie ou l'ancien Union soviétique, parce qu'elle va jusqu'au détroit de Bering, avec face à l'Alaska, et jusqu'ici en Europe, on a tout l'océan Arctique, la mer Baltique, le Nord, le Pacifique Nord, l'Atlantique Nord. Et les marines russes sont allées partout. Et puis la marine russe de guerre a vécu la guerre froide face à l'Amérique. Et donc les bateaux de guerre et les sous-marins russes ont fréquenté toutes les mers du globe, également jusqu'en Antarctique. Et donc on a des témoignages sur ces phénomènes sous-marins non identifiés, objets aquatiques non identifiés, partout où les bateaux soviétiques, les sous-marins soviétiques sont allés. Merci à toi, Jean, de nous avoir partagé donc ce dernier livre traduit, Oani en URSS. Tu as d'ailleurs traduit d'autres livres, et j'invite les auditrices et auditeurs d'Enquête de terrain de se rendre sur ton site internet Flying Disc France, où ils pourront voir d'autres livres que tu as traduits et bien sûr des articles très intéressants écrits par des ufologues en France. Mais j'aimerais à présent que l'on parle de ton livre qui était le thème de la conférence du 12 août 2020, OVNI en Roumanie. Nous allons à présent vous faire écouter un extrait de sa conférence au sujet des ovnis en Roumanie. Le livre a été préfacé par un ufologue français, membre d'une association d'archives ufologiques nationales qui s'appelle le SO. La personne qui a écrit cette préface s'appelle Didier Charnay. C'est un monsieur qui a connu la Roumanie, qui a voyagé en Roumanie depuis les années 80, qui a connu personnellement Ion Obana. Pourrais-tu à présent nous parler de l'auteur du livre OVNI en Roumanie ? Dan Farkas est né en 1940, il a obtenu le titre de docteur en mathématiques 1979. 1991 à 2010, année où il a pris sa retraite, il a été directeur, expert principal du Centre d'informatique de statistique de santé du ministère de la Santé en Roumanie, conseiller de l'Organisation mondiale de la santé, expert en santé pour la Roumanie auprès de la Commission européenne, etc., membre de l'Académie roumaine de sciences médicales. À partir de 1998, il a été vice-président, depuis 2011 président de l'Association roumaine pour l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui est l'organisation ufologique de référence la plus importante en Roumanie. Une association qui a eu l'homologation de l'État roumain. Le livre a bénéficié également d'une note de Thibaut Canuti, le fameux ufologue français, qui est un éminent historien de l'ufologie française, comme certains d'entre vous le savent sans doute. Au cours de ta conférence, tu nous as présenté aussi de nombreux cas d'observation d'OVNI de n'importe quel type. J'en ai sélectionné un, donc une rencontre rapprochée du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec la présence d'une ou de plusieurs entités, que l'on peut retrouver également dans le livre d'Éric Zurcher, Les apparitions mondiales d'humanoïdes. Alors j'ai sélectionné bien sûr quelques extraits. Ce cas s'est déroulé le 9 juillet 1996 à Sertesti, dans la région de Galatie. Au moment où le sergent passait le coin de la rue, il entendit un sifflement, il sentit un courant d'air, il se retourna, un souffle d'air, il se retourna immédiatement, vit sur la route quelque chose éclaboussant de lumière bleue et rouge, et qui produisait un son, vroom vroom. Au premier coup d'œil, le sergent eut l'impression qu'une voiture de police du chef-lieu du comté de Galatie était en patrouille de routine. En s'approchant, il se rendit compte rapidement que l'objet planait un demi-mètre au-dessus de la chaussée et qu'une petite personne très étrange se déplaçait à l'extérieur de l'objet. Et le garde a crié « Sergent, c'est Satan !» Donc il considérait qu'il voyait le diable. Alors, on va décrire la description qu'ont donné le sergent et le garde. Effectivement, là, on pourrait trouver ça dans une bande dessinée pour tout public, évidemment. Là, la reconstitution est assez précise concernant, vous allez voir l'aspect d'entité. Il y avait des bandes de lumière bleues et rouges alternées, un dôme, et la tête, effectivement, c'est une grosse tête, et un corps apparemment avec un gros abdomen, un abdomen volumineux, mais des membres très maigres, très très minces, à la fois les bras et les jambes. Et puis, alors on pense que c'est un vêtement ajusté, mais qui donnait un aspect écailleux. Mais
ils estiment que c'est plutôt un vêtement qu'un aspect biologique, que je trouve du terme. L'objet descendit en douceur sans faire de bruit, se posa derrière le garde Rousseau, derrière le vigile. Pendant un bref instant, Rousseau, le garde, fut convaincu que c'était la voiture de patrouille de police. Il se rendit compte rapidement que l'objet était suspendu au-dessus du sol et que 3 petites créatures d'apparence humaine se déplaçaient à l'extérieur. Donc il déclara aux enquêteurs « Quand je vis à quoi ils ressemblaient, leur visage repoussant, je me dis qu'ils n'étaient pas humains. J'ai eu peur, je me suis caché dans le fossé. » Sur le contour de l'objet, il y avait une ceinture de lumière continue, tel un arc-en-ciel, couleur rouge et bleu, ou vert dans notre déclaration, changée de l'une à l'autre, donc elle alternait, lumière très vive. À la base de l'objet, une lumière blanche brillante, et aucun des témoins n'a vu de porte, de hublot, ni de marque d'aucune sorte. Après 2 minutes, l'OVNI s'est élevé verticalement. À ce moment-là, ces lumières sont devenues plus intenses, les lampadaires donc, de l'environnement se sont éteintes. Quand l'objet atteignit une trentaine de mètres, il changea de direction, fila au nord-ouest, vitesse vertigineuse. C'était bien sûr un court extrait d'un cas de rencontre rapprochée du 3e type, dont l'apparence des entités était assez particulière. Les auditrices et auditeurs d'enquête de terrain pourront voir en entier ta conférence une fois qu'elle sera diffusée sur le site de l'association Histoire et Mystère de l'Aude. Au cours de ta conférence, tu n'as pas que mentionné des cas d'observation d'OVNI. Tu as aussi présenté quelque chose que je trouve important quand on veut comprendre l'ufologie et les mystères d'un pays. Tu as parlé des légendes et du folklore. Nous allons écouter cela à présent. Sur la terre historique de Maramureş, beaucoup de gens croient encore en l'existence d'un être de type ILE, qu'on appelle parfois ici Fata Paduri, qui veut dire servante, jeune fille des bois, fille de la forêt. Alors pourquoi on dit un être de type ILE? Ça veut dire un être type folklorique, c'est-à-dire des sortes de fées qui font des danses, des fêtes. Donc aujourd'hui à ta conférence, tu as présenté de nombreux cas d'observation d'OVNI en Roumanie, de n'importe quel type. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que tu as mentionné le folklore et les légendes de ce pays. Car mine de rien, qui nous dit qu'au 22e ou 23e siècle, l'ufologie ne sera pas considérée comme le folklore du 20e et du 21e siècle? Ça, on ne le sait pas. Ce qui m'a intéressé, c'est ces histoires de fées et également le fameux arbre magique. L'arbre magique, la dame des bois, oui, le volant, oui. On peut pas exclure toutes les réflexions de Jacques Vallée, de Jean Sidère sur le rôle du patrimoine folklorique pour la compréhension du phénomène ufologique. Ce sont des réflexions nécessaires. On doit toujours se réapproprier la réflexion, le travail de Jacques Vallée, que cite Dan Farkas d'ailleurs, et le grand travail de Jean Sidère dans ce domaine. Par contre, tout cela, c'est du questionnement. Je pense qu'il faut être très prudent et s'abstenir de donner des réponses définitives sur la manière dont on doit ou peut interpréter le rapport entre le folklore, mythologie, paranormal et le phénomène ufologique. Les questions sont ouvertes. Je l'ai bien dit au départ, je ne donnerai pas mon avis sur quoi que ce soit. Je vous présenterai les cas, certaines réflexions de l'auteur, mais je pense qu'on devra être modeste, très prudent, et qu'on est toujours en chemin vers la connaissance. Les yélés sont des fées, soi-disant malfaisantes. Évidemment, on trouve ça dans le folklore populaire en France, les contes de Grimm, il y a toujours des êtres qui peuvent avoir l'air bons à un moment donné, et puis qui sont encore plus dangereux quand on leur fait confiance. Toujours des êtres à double apparence. Et ça fait partie du patrimoine folklorique. Mais dans certains cas, dans les cas que présente Dan Farkas, eh bien on trouve effectivement une fée qui donne un fruit magique qui fond dans la main de l'enfant. Alors, le rapport des enfants aussi. Pourquoi des enfants? Et on sait que dans l'ufologie, il y a aussi, j'ai cité le livre de Preston Dennett qui dit qui a étudié les cas de rencontres dans les cours d'école. Il y a eu certaines cultures extraterrestres apparemment sont très attirées par les enfants. L'affaire du Zimbabwe par exemple? L'affaire du Zimbabwe, fameuse affaire, des enfants qui
Ils ne sont pas rentrés dans la soucoupe volante, mais apparemment ils étaient attirés. John Mack a écrit des articles très documentés là-dessus. Mais dans les abductions, on étudie beaucoup, on se rend compte que le cas de l'enfant est souvent impliqué. Une mère est enlevée, ses enfants sont enlevés. Voici un autre extrait de sa conférence. Des êtres féminins en général qui se présentent et qui en général, la rencontre avec les Yélés est une expérience dangereuse. Une expérience qui peut se finir mal. Ce sont des femmes très belles, mais s'approcher d'elles et passer du temps avec elles peut s'avérer très dangereux, avec des dommages très sérieux. Donc mais dans certains de ces cas, on peut trouver un lien avec les caractéristiques ufologiques, donc des objets, des manifestations diverses qui laissent, je dirais pas qui laissent supposer, mais qui permettent de se poser la question d'un lien entre ces phénomènes qu'on associe à la mythologie, au folklore, et ce qu'on appelle le phénomène ufologique. Nous venons de diffuser quelques extraits de ta conférence qui portait donc sur les ovnis en Roumanie. Alors déjà, première question, qu'as-tu pensé de ta conférence? Et deuxième question, qu'as-tu pensé du public présent? Bien, le public, ici c'est le public de la SALS, donc ce sont des gens qui ne sont pas agressifs, qui ne sont pas là pour tendre des pièges, pour ridiculiser l'ufologie. La SALS, Marc, Émilie, ils ont une vision, ils ont une politique, ils ne font pas de publicité sur le net, sur Facebook. Ils croient dans la sincérité, ils croient dans leur travail, ils croient dans le bouche à bouche, le bouche à oreille. Et ça marche comme ça. Qu'il y ait 15 personnes ou 150 personnes, l'important c'est qu'on passe un bon moment, qu'on communique dans le respect, et c'est toujours le cas ici. Il y a toujours de belles contributions. C'est un plaisir de parler avec les gens ici. Est-ce que tu penses traduire d'autres livres qui ne sont pas dans le catalogue de Philippe Mantel? Oui, tout à fait. Là, par exemple, je suis en contact avec Preston Dennett qui m'a donné son accord formel pour me céder les droits sur un livre, encore une fois, sur les Oannis. Et ce livre est magnifique. Il est commenté d'ailleurs indirectement dans le deuxième livre de Sylvain Matisse. C'est sur le Santa Catalina Channel. C'est une zone aquatique qui se trouve entre San Diego et une île, une presqu'île, au large de San Diego. Et il y a énormément d'observations très très impressionnantes depuis les années 80. Des objets qui sortent de l'eau, qui plongent dans l'eau. Sachant qu'il y a une base militaire très importante, la base San Diego. Il y a la base Vanderberg, au niveau un peu plus haut, une activité militaire aussi. Voilà. Je me essaie de me concentrer sur les projets présents, mais il y a beaucoup à faire. Parmi tous les ouvrages que tu as publiés, pour nos amis québécois, comment on peut les commander? En tout cas, moi, quand j'ai créé Crédit France, c'était distribué pour Amazon.fr, Amazon.ca, Amazon.com, tu vois. Par contre, les frais de port sont forcément plus élevés. Voilà, les frais de port, c'est Amazon qui les fixe. Voilà. Eh bien Jean, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Oui, merci Jean. Merci beaucoup d'avoir fait cet écho à Flying Disc France. Je tiens à signaler aux auditrices et auditeurs d'Enquête de terrain qu'ils peuvent te réécouter dans le podcast de cette émission qui sera diffusée prochainement sur le site Zone Parallèle et également te retrouver sur le compte YouTube ODHTV2 dans une interview plus longue. Je te dis donc à bientôt et au revoir. Au revoir. À bientôt. Alors Jenny, qu'as-tu pensé des invités de notre première émission? C'était un épisode génial à faire et je les remercie de s'être joints à nous. Ils se sont bien donnés comme toujours. Ah oui, ça c'est bien vrai. Il y a eu plein de connaissances partagées aux auditrices et auditeurs, dont le magazine Lumière dans la nuit, les Oannis, le blog Area 51 blog, mais également Flying Disc France. Bref, là vous avez à peu près toutes les connaissances qui ont été partagées au cours des conférences ufologiques du domaine de la SALS en juillet et août 2020. Mais ce n'est que le début, n'est-ce pas Jenny? Tout à fait. Et vous pourrez nous retrouver le mois prochain dans le deuxième épisode d'Enquête de terrain. Gilles, peux-tu nous dire qui seront les invités, s'il te plaît? Oui, bien sûr, il y aura des enquêteurs, veilleurs et archivistes, dont Rémi Fauchereau, Bruno Botta
et Anne. Ça promet d'être intéressant. Nous allons Attends, vous laisser. Jenny, tu as oublié de mentionner et de remercier quelqu'un. Ah oui, l'artiste musical. Bah oui. L'utilisation de la musique entendue au cours de cet épisode nous a été autorisée par Hybrid Boy, celui qui l'a créé. D'ailleurs, Hybrid Boy nous a beaucoup aidé dans d'autres séquences et vidéos, dont les émissions IFO, UFO sur ODH TV. Absolument. Il est maintenant le temps de vous quitter, mais n'oubliez pas, une autre équipe sera à la barre de la zone insolite samedi prochain, même heure, avec un autre épisode fort intéressant. Pour notre part, on vous revient en novembre. D'ici là, on vous souhaite une bonne journée. Et une bonne soirée. Et à très bientôt dans la zone insolite. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir été des nôtres. De retour samedi prochain pour une autre édition de Zone Insolite.